Bonsoir à tous, il est le premier magistrat de la commune du Mont-d'Or, c'est un proche de Pierre Frogier, il est également président de l'association française des maires. Éric Gay, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes l'invité de ce Politique Direct, une émission à suivre, je le rappelle, en télévision, en radio et sur le web, et elle est enregistrée exceptionnellement ce vendredi. Avec vous, nous allons évoquer votre vision de 2018 et votre vécu des dernières tensions liées à la tribu de Saint-Louis, mais d'abord, place aux questions d'actualité. Et l'actualité, c'est d'abord l'inquiétude de l'intersyndicale ce lundi sur l'avenir de l'usine du Sud. 5000 emplois directs et indirects et de nombreux administrés parmi les employés ou les sous-traitants. Est-ce que c'est le dossier brûlant, Valais, pour vous ? Bien sûr, c'est un dossier extrêmement important. Il concerne la vie de nombreuses familles de Nouvelle-Calédonie. Il concerne toute la situation économique du territoire. Je crois qu'il n'y a pas que Valais, l'ensemble des usines. Donc, toute institution de Nouvelle-Calédonie confondue, nous nous concertons, nous travaillons dessus, nous rencontrons les différents interlocuteurs économiques et on essaye... pas de trouver des solutions, parce que la solution, en fin de compte, pas de poids là-dessus. Elle n'a pas de poids dessus, exactement. C'est directement l'entreprise qui l'a et l'ensemble de ses actionnaires, mais on essaye systématiquement, quelles que soient les fonctions des uns et des autres, de faire comprendre l'importance de ce dossier. Alors, l'autre actualité cette semaine, c'est le départ annoncé d'Anthony Lecrin du prochain gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Le président Goa l'a annoncé ce mardi sur notre antenne radio. Donc, il a confirmé qu'il ne ferait pas partie de la future liste. Est-ce que c'est une décision courageuse de l'Union calédonienne ou est-ce que finalement, c'est le bon moment pour une sortie honorable d'Anthony Lecrin, Éric Gay ? Moi, je n'ai pas apporté de jugement sur la sortie honorable ou pas d'Anthony Lecrin. Je crois que c'est un problème qui concerne l'Union calédonienne. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie va tomber dès la démission de Philippe Dunoyer aux alentours du 19 du 20. À partir de ce moment-là, chacun des groupes politiques du Congrès aura désigné des représentants. Je rappelle que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est composé de façon à représenter l'ensemble des partis politiques présents au Congrès. Donc chaque parti politique a ses propres responsabilités. Mais vous comprenez finalement ce départ lié évidemment à un contexte, on le sait, il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour des violences. Non, moi je juge pas. C'est le choix de l'Union calédonienne. Moi je veux pas commander le choix de l'Union calédonienne, comme on n'aura pas à commenter lorsque notre mouvement politique ou nos mouvements politiques respectifs auront choisi leurs représentants au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Alors cette semaine toujours polémique autour du prélèvement d'ADN au sein de la population kanak. Le Sénat coutumier a dit non à des scientifiques allemands et français pour mener une étude sur l'Océanie. Éric Gay, ce nom, comment vous l'interprétez ? Est-ce que vous avez un avis là-dessus ? Je suis déjà un petit peu surpris de la demande. J'arrive pas à comprendre. De la démarche. De la démarche, oui, parce que je ne sais pas quels sont les objectifs réellement recherchés, dans la mesure où je pense qu'il n'y a pas besoin aujourd'hui d'avoir de nouveaux prélèvements. Des prélèvements, il y en a eu. Il y a la possibilité de le faire sur tout un tas d'éléments. Je ne sais pas, à moins qu'il y ait une recherche spécifique. Et en tout cas, ce nom du Sénat coutumier doit avoir des raisons particulières dont, honnêtement, j'en ai pas la connaissance. Alors, une dernière question d'actualité, Éric Gay. Une convention a été signée en fin de semaine au vice-rectorat pour lutter contre les propos sexistes. Alors, on le sait, vous avez tenu des propos parfois difficiles à l'encontre des femmes. Je vous cite, c'était en 2012 lors d'une campagne pour les législatives à Yaté. Les problèmes d'hommes sont plus compliqués que ceux des femmes, aviez-vous déclaré. Aujourd'hui, est-ce que vous soutenez ce genre d'initiative pour éliminer finalement toute forme de propos
qui peuvent être vécues comme discriminatoires. Non, mais moi, je ne peux pas laisser dire ce que vous venez de dire, parce qu'en fin de compte, mes propos avaient été complètement changés du contexte. J'avais jamais tenu de propos de ce genre. Du moins, ils n'étaient pas du tout... C'était une campagne qui se passait à Yaté, je m'en souviens très bien. J'avais assisté ce jour-là à une manifestation culturelle des femmes qui s'était très très bien passée. J'avais passé la matinée avec elles. Et il se trouve que ce jour-là, il y avait un conflit concernant Valais, justement, avec... Mais vous aviez dit que vous aviez des problèmes. Et donc, le journaliste m'avait un petit peu piégé, il faut le dire, dans le sens où il m'avait demandé si c'était plus compliqué. Je disais, mon propos était de dire que c'était pas du tout les mêmes problèmes. Là, je sortais d'une journée culturelle féminine qui mettait en avant un tas de qualités chez les femmes, et puis il fallait aller en ma responsabilité de premier vice-président de la province à ce moment-là, oui, d'aller essayer de solutionner ce problème économique, voilà. Mais il n'y avait pas du tout d'arrière-pensée sexiste derrière. Et en ça. résumé, est-ce que vous soutenez ce genre Absolument, de convention pour aider les toutes les démarches qui vont dans ce sens sont les bonnes. Mais enfin, parfois, vous n'êtes pas tendre avec nous, les journalistes. Et c'est puis, notre rôle aussi, vous parfois. Vous nous faites porter des propos qui ne sont pas réellement... Je le précise quand même, l'interview, ce n'est pas une interview, c'était de l'ambiance, donc les propos avaient été pris alors que vous adressiez aux femmes. C'était de la maladresse. Comment notre invité a-t-il géré les dernières tensions à Saint-Louis? Eh bien, réponse dans un instant, ce sera la seconde partie de cette émission. C'est le moment de notre séquence Conviction. Éric Gay, avant de parler de ce dossier de Saint-Louis, on s'arrête sur votre mandat de président de l'Association française des maires. Vous avez rencontré récemment Annick Girardin, ministre des Outre-mer, c'était en juillet dernier. Que lui avez-vous demandé tout simplement ? On a parlé d'abord d'un sujet extrêmement brûlant, c'est celui des contrats de développement. Je rappelle que pendant un certain temps, nous avons négocié avec l'État des contrats de développement et signé en fin d'année dernière. Et à peine 2 mois plus tard, l'État nous annonce qu'il ne pourra pas tenir sa promesse de financement de ces contrats et que seuls 67% de ces contrats seraient honorés. La ministre arrive sur le territoire, elle annonce entre guillemets un complément de financement qui n'était pas, en fin de compte, un complément de financement, qui n'était que des financements qui étaient dus dans le cadre des contrats que nous avons signés. Mais il reste toujours les 30% restants, dont aujourd'hui, on sait que ce sera extrêmement difficile pour les collectivités, notamment municipales, de les avoir, ce qui fait que ça impacte des projets d'investissement, d'eau, donc etc., pas d'assurance finalement sur la pérennité de reconduction de ce budget. Et du fonctionnement. Et dans le fonctionnement, il y a notamment toutes les actions qu'ils ont faites en faveur des jeunes et de la lutte contre la délinquance. Donc j'ai abordé ce sujet avec la ministre pour essayer de voir comment on pouvait trouver des solutions. Je comprends très bien les restrictions financières nationales, mais à partir du moment où on a signé un engagement, on doit respecter cet engagement. Le deuxième sujet concernait notre présence sur les discussions concernant l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Et qu'est-ce qui a été décidé sur ce dernier volet, très rapidement ? Alors sur ce volet, il a été décidé que le comité des signataires était une instance déjà structurée et organisée, et donc les maires n'y participaient pas. Mais sur les autres outils qui seront mis en place, états généraux, assises de l'outre-mer concernant la Nouvelle-Calédonie, nous serions les bienvenus. Alors, Éric Gay, on le rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes maire du Mont-d'Or, vous avez été donc vice-président de la province Sud, vous êtes également vice-président délégué du Rassemblement Les Républicains, et puis vous êtes un ancien sportif tombé dans le domaine de la politique. Je vous propose de regarder ce sujet qui retrace votre parcours. Il est signé Bernard Lassos. Regardez. Monsieur le maire du Mont-d'Or, vous êtes né le 7 janvier 1958 à Canala, fidèle parmi les fidèles du Rassemblement. Mais c'est sur les terrains de basket que le jeune professeur d'éducation physique se fait remarquer, au poste de meneur de jeu, déjà. Peut-être qu'on a mis un peu plus de combativité que dans ce match, et puis ce qui fait qu'à un moment donné, ça a fait la différence. La combativité, votre credo. À peine raccroché le maillot, le monde associatif ne vous lâche pas. Vous devenez même à 38 ans président du comité territorial olympique, un patron du sport calédonien, premier supporter de ces sélections. Nous, on ne l'a jamais fait, eux l'ont fait, c'est super. Le collectif toujours, quels qu'en soient les risques, comme lorsque vous, principal adjoint du collège, sauvez la vie de 2 élèves au péril de la vôtre.
Il se passe beaucoup de choses dans la tête. Bon, la principale chose, c'est la récupération des enfants. Adjoint, vous l'êtes aussi à la mairie jusqu'à la démission en 2003 du maire élu Réginald Bernu. Vous voilà à nouveau meneur de jeu, si l'on peut dire. Une fonction légitimée par les urnes en 2007 puis en 2013. Au RPCR devenu Rassemblement UMP, vous apparaissez comme le dauphin de Pierre Frogier. On vous nomme secrétaire général du parti. C'est que depuis 2004, vous êtes un élu majeur, tant au Congrès qu'à la province Sud, pour laquelle 5 années plus tard, on vous promeut tête de liste. Mais le succès aidant, la présidence de l'Assemblée provinciale revient à votre mentor. Vous obtenez la première vice-présidence. Là encore, votre esprit d'équipe prédomine. Je suis là pour travailler pour mon pays, pour la Nouvelle-Calédonie, pour Pierre Frogier et pour servir la population calédonienne. Renvoi d'ascenseur. Pour les législatives de 2012, vous avez l'investiture du Rassemblement. Mais la deuxième circonscription, fief de Pierre Frogier, s'avère être un terrain miné, éliminé dès le premier tour. Même les électeurs de votre commune vous ont boudé. J'avais vraiment le sentiment que j'avais réussi à convaincre les administrés de m'aider, de me soutenir dans cette démarche. Toujours est-il que c'est vers vos administrés que se porte désormais toute votre attention, une commune en pleine mutation urbaine, mais aussi sujette à de régulières poussées de violence venues de Saint-Louis. En 2014 comme en 2016, vous n'hésitez pas à vous mettre en première ligne, refusant d'hurler avec les loups. Vous prônez toujours le rapprochement et le dialogue, avec un certain succès. Alors, Éric Gay, vos ambitions politiques se limitent-elles aux frontières de votre commune ? Alors, Éric Gay, vous venez d'entendre ce sujet de Bernard Lassos. Vos ambitions se limitent-elles à votre commune ? Absolument. Oui. Pas plus loin. Pas plus loin. Et il y a déjà du travail. On va le rappeler, fin 2016, vous avez été l'un des négociateurs pour un retour au calme dans les tensions survenues après la mort de William Descoiré. Les tensions ont duré jusqu'en février. On se souvient qu'il y a eu un couvre-feu, un vrai ras-le-bol des Mondoriens, de la tension et puis de la colère des jeunes de Saint-Louis. Vous, avec le recul, quelques mois sont passés, quel regard vous portez sur cette période ? C'est toujours beaucoup d'émotions hein, quand on gère des événements de ce type. C'est jamais évident parce que il faut absolument prendre beaucoup de recul sur chaque décision. En même temps, on est dans l'instant, donc il faut agir, il faut intervenir, il faut essayer de convaincre d'autres interlocuteurs. Au commissariat, police, gendarmerie, institutionnelle, que les solutions qui sont préconisées sont peut-être pas les meilleures, qu'on peut essayer d'arriver par d'autres moyens. C'est-à-dire concrètement, pas la force mais le dialogue ? Peut-être que la force n'est pas toujours nécessaire, le dialogue peut être une solution. Par moment, il n'y a pas d'autre solution. Il faut quand même que la loi s'applique. Donc il faut toujours essayer, maintenant en plus aujourd'hui de plus en plus compliqué parce qu'on est sous l'œil permanent de l'ensemble des réseaux, de tous en fin de compte. Parler des réseaux sociaux. Donc, et de leur influence. Il faut être serein, il faut être debout. Et puis moi, durant ces périodes-là, on a subi des drames, des drames directs. Il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes qui ont laissé leur vie de façon injuste pour certaines d'entre elles. C'est difficile à accepter. On a le sentiment parfois aussi d'être impuissant, de ne pas avoir tous les moyens nécessaires, parce que ce ne sont pas les compétences d'une collectivité municipale d'agir. On le voit bien dans les événements qui ont frappé la France, hein, dans les attentats qui ont eu lieu. Les maires sont là pour défendre leur population, pour agir pour leur population, et moi j'essaye d'être au maximum, pas que moi, hein, tous les élus et les agents de la collectivité, c'est un ensemble. Alors on avance un tout petit peu. En mars 2017, il y a ce décès, celui de la motarde Aurélie Marcia sur la route, cette RP1, en traversant Saint-Louis. 4 jeunes seront un peu plus tard arrêtés. À ce moment-là, pour vous, c'est quoi ? C'est une tension
Vous avez peur d'un nouvel embrasement peut-être? Bien sûr, systématiquement, à chaque fois qu'il y a un événement quelconque qui se passe, on a toujours peur que les choses prennent un rythme supérieur. Le décès d'Aurélie, ça a été quelque chose de terrible pour tout le monde, même si au moment de l'événement, personne n'avait connaissance des faits, hein, et donc on est derrière la justice, le procureur de la République. On n'a pas d'autre solution que de suivre et d'écouter ce qui est dit, mais en même temps, on sait que c'est un drame humain terrible. On apprend ensuite, quelques mois après, ce qui s'est passé exactement. On a beaucoup échangé avec le concubin d'Aurélie là-dessus. Des gestes ont été faits par les jeunes de Saint-Louis à un moment donné. Voilà, tout ça, c'est beaucoup d'émotions. En même temps, pour les familles, c'est de l'injustice énorme, mais c'est de l'injustice, et tout ça pour rien. Alors, sur ces tensions qui ont secoué cette partie de votre commune, il y a eu des voitures volées, des tirs sur des personnes qui passaient par cette RP1. Est-ce que vous avez, à un moment donné, craint pour votre vie? Je crois qu'on n'a pas le temps d'y penser. On est dans l'action à ce moment-là, on ne réfléchit pas. On pense pas à soi. Je peux vous assurer que tous les élus qui sont autour de moi, qui donnent beaucoup de leur temps et de leur engagement, on n'est pas du tout dans cette réflexion. On est là pour absolument les choses s'apaisent. Il faut absolument intervenir à tous les niveaux, essayer de trouver les interlocuteurs fiables pour essayer de solutionner les problèmes. Et là, avec les familles, avec les coutumiers, avec les forces religieuses, avec les forces vives. On y arrive en associant finalement. Voilà, mais bien sûr, ça prend toujours du temps. Pendant ce temps-là, il y a une impatience de la population, il y a une défection économique très très importante qui s'est produite sur cette partie sud de la commune, voilà. Et puis après, quand tout ça retombe un petit peu, il faut relancer, il faut remettre en place un certain nombre de choses, et puis il faut apaiser. Aujourd'hui, justement, est-ce que le calme est totalement revenu? Je crois qu'il y a quand même des patrouilles de gendarmerie qui sont régulières sur Saint-Louis. Vous, votre opinion là-dessus, votre regard en tant que maire? Mon regard, c'est que tout ce qui est mis en place aujourd'hui avec tous les interlocuteurs, que ce soit de la tribu ou d'ailleurs institutionnel ou pas, fonctionne. On n'est jamais à l'abri d'une étincelle quelconque qui peut exister. En tout cas, de notre côté, on fait le maximum pour que l'ensemble de ces jeunes qui, à un moment donné, s'étaient exprimés d'une façon violente et pas acceptable, il faut le dire, d'essayer de les emmener sur une autre route, un autre chemin, avec des moyens dont on a pu discuter et négocier avec l'État et la province notamment. Voilà, on a embrayé sur tous ces dispositifs. Alors, on le sait, à la fin de ce mois, à l'occasion des Journées du patrimoine à Saint-Louis, la tribu va s'ouvrir aux autres. Est-ce que ça, c'est pas un moyen finalement de peut-être pacifier et de faire que les gens se parlent, tout simplement? Ça fait partie exactement de ce que je vous dis, c'est préparé en amont. Donc on essaye de convaincre, et il y a un certain nombre de personnes qui nous soutiennent. Et moi, je voudrais souligner le rôle très très important de la maman de William dans cette démarche, qui s'implique énormément au niveau des jeunes pour essayer de nous aider à dire qu'il y a d'autres voies possibles que celle de la violence, et puis surtout les impliquer pour qu'ils puissent s'insérer. Changer le regard que les autres portent aussi peut-être sur cette tribu. C'est ce qui s'est passé avec le geste au moment du décès d'Aurélie. Voilà. Donc tout ça fait partie, et puis c'est en route, et j'espère qu'on ne revivra plus cela. Alors on le sait, par rapport à cette tribu de Saint-Louis, il y a finalement ça a relancé le projet de navette maritime, normalement mise en place en 2019. Est-ce qu'il faut privilégier ce type de transport, ou est-ce qu'il faut aussi parallèlement continuer et faire une voie de contournement comme il était également prévu? Les deux projets sont possibles? Les deux projets sont indispensables. Et on a l'argent pour ça? L'argent, il faut aller le chercher. Donc pour les navettes maritimes, je pense que dans ce qui a
été mis en place dans le cadre du Néobus, et puisque c'est le SMTU, c'est le syndicat mixte de transport urbain qui gère cette partie des navettes maritimes. Donc aujourd'hui, le premier quai d'appontement au Vallon d'Or est fait. Le deuxième va débuter sur Nouméa au niveau ce qu'on appelait le quai RFO, d'accord. Et puis ensuite l'attribution des navettes. Donc le Mont d'Or a laissé la priorité sur le Néobus à l'axe Nouméa-Médipôle, d'accord. Et donc nous avons privilégié les navettes. Et parallèlement à ça, vous avez raison, et depuis des années on le demande. Je vous rappelle qu'il y a eu un vœu du conseil municipal à ce niveau pour cette voie de contournement. Enfin, je ne sais pas si c'est une voie de contournement, c'est une voie supplémentaire absolument nécessaire parce que la partie sud du Mont d'Or doit continuer à se développer économiquement. Il y a un projet, et notamment l'usine Vallée qui existe, et voilà. Donc c'est absolument nécessaire pour cette partie sud de la commune. Une dernière question, quel bilan économique après ces tensions à Saint-Louis sur les entreprises ? Elles sont dans quel état aujourd'hui ? Ça a été catastrophique. Donc, il y a eu notamment toutes celles qui sont dans le secteur touristique. Ça a été une catastrophe. Des fermetures, du chômage technique. Oui, exactement. Et puis des impossibilités d'honorer ces dettes pour certaines d'entre elles. Donc tout ça, ça a été des relations entre la commune et la province sud, qui a mis en place un plan spécifique de soutien. Voilà, le plan Pulse de soutien aux entreprises de la ville qui étaient impactées, concernées, en même temps qu'il a fallu trouver des moyens d'indemnisation, entre guillemets, pour ceux qui avaient subi des préjudices. Voilà, tout ça s'est mis en place. Je sais qu'il y a des personnes qui travaillent là-dessus ou qui aident les citoyens à préparer ces dossiers. Donc, on a tous l'espoir que tout cela est derrière nous et qu'on se tourne vers l'avenir. Alors, après Saint-Louis, on se projette avec vous, Éric Guay, sur 2018. Éric Guay, je le rappelle, est le vice-président délégué du Rassemblement Les Républicains. Quelle est sa vision de l'avenir ? Élément tout de suite dans cette troisième partie d'émission. Alors Éric Guay, on a envie de vous demander d'abord sur ces états généraux de l'avenir qui doivent être programmés par la plateforme auquel votre parti appartient. Est-ce que ça va être concrètement, très rapidement? Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, tout simplement, très bientôt, sur la place des Accords, à Boulary, une réunion où on entend les Calédoniens? Est-ce que ça, c'est un rêve que vous caressez? Oui, absolument, mais c'est des choses qui doivent être concrètes et se mettre en place. Je crois qu'il y a des initiatives qui commencent à être mises en place. C'est ce que j'ai dit à la ministre, d'ailleurs, quand elle est venue. La participation des maires et surtout de la population initiée à partir des collectivités, c'est d'organiser des débats avec la population sur cet avenir. Voilà. Mais aujourd'hui, vous prenez, votre engagement de faire ça rapidement quand? Parce que absolument. Je peux c'est dans un an, c'est dans un peu plus d'un an. Déjà, je sais qu'il y a une commune qui est Kwawa, qui va être peut-être la première à organiser ces débats dès la fin du mois d'août. Donc c'est une bonne initiative. Et donc les autres communes, celles qui ont le souhait de le faire, enfin en tout cas pour notre part, nous le ferons sur la commune, sur l'ensemble des territoires, que ce soit du nord au sud, pour qu'il y ait des réunions publiques avec des personnes qualifiées pour mener les débats. Et tout le monde sera invité, par exemple, là pour Kwawa, comment ça se passe? Tout le monde est invité? C'est une invitation publique? Chacun peut venir exprimer sa vision des choses. Je crois qu'il n'y a pas d'autre possibilité sur ce que vous me disiez tout à l'heure, ma vision de l'avenir. Ma vision de l'avenir, elle est très simple. Elle doit être dans la paix et dans la France. Donc à partir de ce moment-là, ça passe automatiquement par du dialogue et de la concertation. La concertation, c'est que les élus, ils n'ont pas la science infuse. Ils ont des orientations, ils ont des guides qui ont été présentés à la population dans les différentes élections. Et puis à un moment donné, il faut laisser la population s'exprimer et qu'elle puisse elle-même apporter sa contribution. Donc, qui animera ces débats? Ce seront les élus, là, par exemple? Non, pas obligatoirement, non. Il y aura des personnes qui viendront du monde civil ou du monde associatif. Enfin, on organisera ça de façon à ce que ça se fasse dans le calme, dans la sérénité. Et puis ensuite, sortiront de tout ça des synthèses. Est-ce qu'il y a une méthode, justement,
sortiront des synthèses qui seront transmises à ce moment-là aux structures qui auront été mises en place officiellement par l'État et par les décisions qui seront prises au comité des signataires, par exemple. Et puis ça fera part de la contribution de la population. Alors on le sait, il y a un comité des signataires prévu à Paris en octobre. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura plusieurs comme ça réunions sur ces états généraux avant octobre pour peut-être arriver avec déjà un ressenti de la population je pense que là, ça commence. Enfin, moi, je vous livre ça parce que j'ai commencé à échanger avec plusieurs maires sur quelle est l'action que les maires peuvent inciter, initier, organiser pour pouvoir permettre cette expression populaire. Voilà, ça fait partie de cela. Donc, les communes commencent. Pour notre part, nous allons suivre derrière. Ensuite, il y aura sûrement d'autres outils qui seront mis en place au niveau Internet, au niveau des réseaux, de façon à ce que tout un chacun puisse s'exprimer. Une dernière question avec une réponse si possible très rapide. Est-ce que vous serez candidat à votre propre succession en 2020 ? Non. À la mairie ? Non. Non. Pourquoi ? Parce que je pense que j'ai apporté ma contribution, je me suis investi publiquement depuis un certain nombre d'années, que nous avons des élus de qualité derrière qui font certainement les choses mieux et donc il y a des jeunes qui peuvent prendre le relais et puis j'ai apporté ma quote-part aussi bien politique générale qu'au niveau de la commune. Donc non, j'ai pas du tout cette ambition et de toute façon on l'avait dit dès le départ lors du mandat de 2014 et puis parce que j'ai envie de profiter un peu de ma famille également. Éric Gay, merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. Politique Directe. La semaine prochaine, c'est Isabelle Lafleur, présidente du RPC, membre du groupe Les Républicains Calédoniens en Congrès, qui sera notre invitée. Sur notre site internet, vous pouvez lui poser dès à présent vos questions. Dans quelques instants, premier rendez-vous d'information avec l'édition de 19h. Elle sera présentée par Yvan Avril. Très belle soirée à tous et merci de votre fidélité. Retrouvez cette émission sur ncpremière.nc.